mène effectivement dans le Val d'Oise. Alors, vous le voyez, hein, le titre de cette présentation, c'est un écosystème de l'innovation publique. Donc, vu comme ça fait un peu peur, mais pour tout vous dire, ça fait un petit moment qu'on s'y attelle. Et simplement raconter un peu comment on a démarré. Donc, on ne s'est pas levé un beau matin de juillet 2011, puisque c'est à cette époque-là qu'on a commencé à réfléchir à ces situations. On ne s'est pas levé un beau matin en se disant tiens, si on construisait un écosystème de l'innovation. Non, pas du tout. Je pense qu'on a commencé comme à peu près tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. On a commencé petitement par un projet. Et donc, ce projet-là est devenu pour nous effectivement notre projet initiatique, un projet emblématique et ma foi fort riche d'enseignement et d'apprentissage et fort heureusement de résultats également. Donc ce projet-là, il s'est agi en 2011 de la reconception, de la ou de la co-conception de notre maison départementale pour les personnes handicapées. Je le décris rapidement, on est toujours sur l'introduction, mais parce qu'il me semble assez justement emblématique et illustrer finalement à peu près la diversité des accompagnements qu'on peut avoir pour auprès de l'ensemble des directions de notre collectivité que l'on accompagne et montrer également la pluridisciplinarité des compétences auxquelles on peut avoir recours. Donc ce premier projet qui est né en 2011 d'un constat pas satisfaisant du tout, puisque notre MDPH à l'époque réparti encore sur 3 sites nous valait de nombreux courriers de nos usagers insatisfaits puisqu'ils se perdaient déjà entre les 3 sites. Nos dispositifs manquaient totalement pour eux de lisibilité. Ils étaient tout à fait incompréhensibles et ils leur semblaient inefficaces. Et ma foi, il faut avouer qu'à ce moment-là, on avait des délais de traitement assez impressionnants. Et on peut comprendre que c'était inacceptable pour nos usagers adultes handicapés. Donc, les conditions d'accueil étaient également inadaptées, hein, puisqu'on avait un flux croissant d'usagers qui venaient dans nos services avec des conditions d'accueil pas forcément adaptées, des conditions de confidentialité également pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait aimé mettre en place. Et du coup, en 2011, nos élus ont voté la construction d'un nouveau bâtiment pour accueillir cette maison départementale des personnes handicapées, donc un bâtiment unique. Et c'était pour nous une opportunité alors face à ces plaintes qui arrivaient jusque chez le bureau du président, et c'était pour nous et pour nos élus une opportunité de reconcevoir et de co-concevoir avec les usagers eux-mêmes et l'ensemble des agents les espaces, d'abord, les espaces d'accueil, avec une attention toute particulière sur les questions de l'attente que l'on veillait à minimiser et les questions de la confidentialité. Et donc, de 2011 à 2014, on a initié et développé une démarche dite de design de service. Donc maintenant, c'est des choses qui sont assez connues dans nos collectivités publiques avec des immersions au sein du service, auprès des agents, auprès également des usagers, des entretiens, une période d'idéation à laquelle ont participé tous les agents pour essayer de réfléchir au service idéal finalement, et puis des expérimentations, notamment sur les interfaces avec l'usager, les process, et on a expérimenté par exemple dans des conditions tout à fait sommaire, un pré-accueil, de nouveaux supports d'information, des circuits plus courts, voilà, pour ce qui est de cette démarche de design de service. Et ensuite,
à partir de 2015, on a donc l'inauguration du nouveau bâtiment s'est faite en 2013 ou 2014, je n'ai même plus l'année en tête tout à fait. Et donc, à partir de 2015, on a commencé, par contre, là, à s'intéresser à la question des process et notamment aux démarches d'excellence opérationnelle et d'amélioration continue. Et on a examiné l'ensemble des étapes du process de traitement des dossiers, depuis leur dépôt jusqu'à la notification de décision. Donc, cette démarche-là a pris encore 3 ans. Et donc, on a maintenant plutôt pas mal évolué sur ces questions-là, avec la participation active à chaque fois de l'ensemble des agents qui ont également été formés. Et en 2019, même si toutes les démarches précédentes restent toujours très, très actives et très vive dans l'esprit des uns et des autres. À partir de 2019, on a commencé une démarche encore complémentaire avec l'intervention d'un data scientist, puisqu'on s'était rendu compte finalement que la préoccupation de nos usagers, donc bien sûr qui était celle du délai dans lequel on leur répondait, mais c'était au-delà du seul délai et donc du nombre de jours d'attente, le fait de ne pas savoir finalement, le fait de ne pas savoir dans combien de temps on leur répondrait, ce qui se passait avec leur dossier, quel était le cheminement et le parcours du dossier. Donc on a commencé avec un data scientist à s'intéresser à cette question et avec un certain nombre d'algorithmes et de modèles de prédiction, on essaye, alors c'est pas encore en place, mais on essaye de déterminer finalement en fonction du profil et du type de demande, pour les demandes qui ont été faites dans les mois qui précédaient, au bout de combien de temps on a répondu, ce qui nous permettrait déjà de rassurer l'usager lorsqu'il dépose sa demande et simplement être en capacité de lui dire, pour des demandes un peu similaires aux vôtres, on a répondu en X semaines, X mois, voilà, pour rassurer sur ces questions-là. Donc évidemment, les résultats sont au rendez-vous, avec une diminution des plaintes et des réclamations, une satisfaction de nos usagers proche de 7 sur 10, sur une échelle de 10, puisque tous les ans, on fait auprès d'eux un baromètre de satisfaction sur toutes les dimensions, qu'il s'agisse de l'accueil ou de la lisibilité des process, des réponses apportées. Donc, on a pu noter donc, depuis 2011, par exemple, une diminution des délais de l'ordre de 25%, alors même que simultanément, le nombre de nos demandes augmentait de 33%. Voilà, donc cet exemple, juste pour illustrer que finalement, notre seul objectif, on le sait, ça a été dit, et je crois qu'on partage tous ça, innover pour innover, c'est un non-sens, et on essaye de moins en moins d'ailleurs d'utiliser ce terme-là. Le seul et vrai objectif, c'est améliorer la vie de nos concitoyens et la qualité du service au public. Le caractère participatif aussi et collaboratif de ces démarches, c'est évidemment ce qui caractérise l'ensemble de ces démarches. Et quand on parle de participation, on pense avant tout aux usagers, mais aussi aux agents et aux partenaires. On évoque bien sûr toutes les parties prenantes. Et puis le caractère expérimental, puisque on l'a vu, on fonctionne par essai-erreur, de manière itérative, on progresse petit à petit, et c'est des démarches qui prennent beaucoup de temps, puisque vous voyez que sur le seul projet de la MDPH, on a commencé en 2011 à s'intéresser à certains des aspects, plutôt de la conception du service. Ensuite, on s'est intéressé à la question de l'amélioration des process pour réduire les délais. Et maintenant, on revient sur des questions informationnelles pour être plus lisible pour l'usager. Donc, finalement, c'est quelque chose qui ne se termine jamais, et c'est bien le principe de l'amélioration continue. Et puis cet exemple également pour illustrer la pluridisciplinarité des compétences requises tout au long de l'avancement de ce projet-là. Donc on a de la chance dans le Val d'Oise, puisque petit à petit, ces compétences-là, on les a expérimentées avec des prestataires, et petit à petit, on a été assez vite convaincus de l'intérêt d'internaliser ces compétences. Donc on a
dans ma petite équipe à la fois des collègues issus des sciences humaines et sociales, des collègues issus du design, d'autres issus de l'excellence opérationnelle ou de la data science. Et chacun intervient en fonction de son expertise métier auprès des collègues des directions métiers qui ont eux-mêmes d'autres expertises, mais surtout pour travailler et se préoccuper de la seule expertise qui nous intéresse, c'est l'expertise d'usage. Et puis là, on commence à s'intéresser un petit peu et à regarder ce qui se passe du côté des sciences cognitives et comportementales. Mais pareil, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on applique aux autres, c'est-à-dire qu'on va déjà, sur un ou deux projets, tester s'il y a une réelle plus-value. Et puis, on verra s'il y a un sens ensuite ou pas à internaliser des compétences comme celle-là. Alors, vous êtes très en avance sur le diaporama, mais c'est pas grave. Donc, la slide précédente, c'était effectivement pour montrer combien ces différentes démarches de co-conception et d'adaptation de process sont extrêmement imbriquées les unes les autres. Qu'en premier lieu, ce qui est essentiel, c'est effectivement de comprendre les attentes des usagers, puisque l'objectif, c'est soit de concevoir de nouveaux services, soit d'adapter ceux qui existent. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est, je dirais qu'il y a deux dimensions essentielles. C'est d'abord comprendre les attentes des usagers pour mieux s'y adapter et mesurer les impacts, mais ça, j'y reviendrai aussi. Et du coup, slide suivante, s'il vous plaît. C'est Monsieur Carassus qui ne suit pas là, hein, attention. Non, mais c'est moi qui n'ai peut-être pas tout à fait suivi. Voilà, je ne veux pas le balancer, mais c'est lui. Donc là, encore un schéma, simplement pour illustrer donc un objectif, ça j'en ai parlé, améliorer la qualité du service au public. Et on a deux leviers essentiels pour ce faire. Un premier levier qui consiste à accompagner les directions à la co-conception de nouvelles offres de services ou à la transformation, l'adaptation des offres existantes en fonction des attentes des citoyens. Donc, j'ai illustré tout à l'heure par un des exemples autour de la co-conception de la maison départementale pour les personnes handicapées. Alors, on a effectivement, avec le temps et les années, nous sommes intervenus dans de nombreux autres secteurs. Le principe de nos interventions auxquelles on tient tout particulièrement, c'est qu'en fait, on intervient essentiellement, voire presque toujours, en assistance à maîtrise d'ouvrage. L'idée pour nous, c'est que le portage se fasse par la direction métier, qu'il se fasse dans la durée. Et bien sûr, on parlait tout à l'heure de méthodologie de projet sur la base d'un cahier des charges coécrit qui décrit classiquement les enjeux, les objectifs, la méthodologie, le calendrier. Et ensuite, selon le portefeuille de projets que l'on a à ce moment-là, on internalise les projets avec les compétences qui sont les nôtres, ou alors on les sous-traite. Mais dans tous les cas, le point d'entrée, c'est toujours la satisfaction de l'usager, même si dans un second temps, on interroge forcément la manière dont on distribue l'offre et les services, donc les process, les compétences, et en dernier point seulement, les questions organisationnelles. C'est, pour ce qui nous concerne, jamais un point d'entrée dans nos travaux. Donc effectivement, au cours des années, on est intervenu dans différents secteurs d'activité. On a par exemple travaillé sur la mobilité en milieu périurbain et on y a fait plusieurs expérimentations en ce domaine. Dans le champ de la solidarité, on s'est intéressé à plusieurs chantiers sur l'insertion des bénéficiaires du RSA. On a un projet de franchise sociale pour faciliter la visibilité et l'accès à nos services médico-sociaux. On a travaillé sur des questions, on a testé, quand je dis travailler, c'est on teste, on expérimente, le rappel de rendez-vous par SMS ou la prise de rendez-vous en ligne actuellement. On a travaillé sur l'insertion des jeunes, l'animation des réseaux d'établissements sociaux et médico-sociaux. Dans le domaine de l'éducation, on a expérimenté plusieurs dispositifs sur la maîtrise du gaspillage, la diminution du gaspillage alimentaire. On accompagne régulièrement les équipes éducatives au travers d'appels à projets pour leur permettre et les accompagner sur des pratiques éducatives innovantes dans les collèges avec l'aménagement d'espace,
la fourniture de mobilier un peu innovant ou numérique. Et puis, on est en train actuellement, c'est la première fois qu'on a cette chance-là, de co-concevoir donc avec les équipes éducatives et les élèves, et bien sûr toutes les parties prenantes, l'éducation nationale et toutes les directions concernées chez nous, la co-conception de la réhabilitation d'un collège sur l'agglomération nouvelle. J'en oublie forcément et je passe puisque j'ai déjà une petite alerte sur le timing et mes collègues ne m'en voudront pas si j'en oublie, bien évidemment. Le deuxième levier, c'est l'acculturation et la diffusion d'une culture de l'innovation. Donc les deux s'actionnent et sont complémentaires. Les deux s'actionnent, me semble-t-il, en parallèle, puisqu'on a aussi une culture de l'innovation à diffuser autour de l'expérience client-usager, de l'expérimentation, de la performance collective, de la mesure d'impact. Donc, on a pour ce faire créé une école du management par l'innovation en 2015 et on forme régulièrement, donc chaque année, une nouvelle session de 12 à 16 cadres selon les années. Et donc, c'est une école au travers de laquelle on diffuse donc avec 5 modules d'enseignement autour du design, autour de l'excellence opérationnelle, autour de la mesure d'impact, du contrôle de gestion et de la conduite de changement. Voilà. Et puis entre les deux, on commence par rapport aux collègues qui intervenaient en premier à la table ronde, on commence aussi à s'inspirer de ce qui se fait dans les startups et à s'inspirer un petit peu de cette culture. Et on a, par exemple, initié avec 4 départements, donc en interdépartemental avec 4 départements des Hauts-de-France, notre région voisine, un forum de l'innovation interdépartementale. Ces mêmes projets ont été pré-incubés également par la DINUM ou beta.gouv. Et pour poursuivre sur des démarches comme celle-là, on est en train de développer un incubateur de start-up public pour accompagner précisément toutes ces démarches où l'intrapreneur est responsabilisé de bout en bout dans le portage de son projet. Donc on rompt effectivement avec les logiques de silo, avec les logiques de hiérarchie. Voilà. Et puis, dernier projet sur lequel on travaille avant de conclure, on a la chance d'avoir à nos côtés, dans tous les sens du terme, y compris géographiquement, l'ESSEC. Et l'ESSEC a non seulement une chaire innovation sociale et entrepreneuriat social, mais également un incubateur de start-up et d'entreprises sociales avec lequel on a la chance de pouvoir collaborer. Et on développe avec eux un nouveau programme d'implantation de start-up sociales, c'est-à-dire que cette fois, c'est des start-up que l'on va sourcer et auxquels on donne un terrain d'expérimentation. Et ce programme-là, donc on les accompagne tout du long en matière de mesure d'impact. Donc, un des labos également d'Entropia ESSEC. Voilà. Et pour conclure, je dirais que c'est à la fois des démarches transversales qui nécessitent un fort portage et une conviction forte, ce dont ne manquent pas nos élus et notre direction générale, et qui impliquent toutes les parties prenantes. J'insiste sur le fait que l'intérêt général est vraiment, je crois, ce qui nous rassemble tous, et bien au-delà de nos collectivités. C'est aussi le moteur de nombre de nos partenaires institutionnels, associatifs, entreprises sociales. Et voilà. Et s'il est un des domaines, je vous voyais agiter le dernier slide que je n'ai pas pris le temps de commenter, ce dernier slide, c'est ce qu'on s'essaye à faire systématiquement pour mesurer les impacts et montrer finalement la plus-value, les bénéfices et les gains pour les usagers, puisque ce qui me semble important, c'est vraiment de développer progressivement tous ces aspects-là. La mesure d'impact, ce n'est pas le domaine dans lequel on est le meilleur. On a encore plein de choses à apprendre et plein de choses à expérimenter. Et la vraie question, finalement, pour reboucler sur l'objectif du départ, c'est en quoi avons-nous réellement changé et amélioré la vie des gens?
Voilà. Et pour conclure, puisque beaucoup avaient une citation, celle que j'apprécie moi en particulier, c'est Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez pour ce monde ». Merci.